Bonjour Dr Ansaldo, merci de nous accorder cette brève entrevue pour nous présenter votre projet de recherche COMPA. Donc si vous pouviez nous le décrire brièvement et surtout nous expliquer comment est-ce que ça peut favoriser ou améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et leurs proches aidants. COMPA est un projet de recherche qu'on a développé dans mon laboratoire qui vise à examiner l'efficacité de cette application, que je veux expliquer plus tard, à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes des troubles neurocognitifs et de leurs aidants aussi. On sait que ce type de troubles amène des problèmes de communication. Il y a une détérioration progressive de la capacité de communiquer. Pas seulement parce que la personne atteinte, elle perd beaucoup, disons, d'habileté communicationnelle avec la progression de la maladie, mais aussi parce que l'aidant ne sait pas comment s'y prendre dans cette situation-là. Ça peut devenir très douloureux même, je dirais, parce qu'il y a un moment où il y a des bris de communication. Et quand il y a des bris de communication, on commence à attribuer des états à l'autre, puis ça devient très dur. Donc, en fait, dans ce projet de recherche, on veut outiller les aidants et les personnes souffrant des troubles neurocognitifs d'une espèce de carré de sable où ils vont pouvoir échanger et communiquer autrement. COMPA pour communication proche aidant, puis aussi pour COMPA, le COMPA qui nous oriente dans la tourmente, comme on pourrait définir cette condition des troubles neurodégénératifs comme une tourmente dans la vie des gens. COMPA a été développé à partir de connaissances qui viennent de la recherche, qui montrent en fait que même dans des cas où des maladies graves perturbent la communication verbale de manière significative, on peut arriver à connecter avec l'autre personne en faisant appel à des émotions positives. Ces émotions positives qui ont rapport avec des expériences vécues dans la vie de la personne et qui sont souvent partagées par l'aidant aussi. Ça fait des terrains connus pour les deux. Font en sorte que la personne atteinte et son aidant peuvent se retrouver à un moment précis avec des émotions partagées et positives et à partir de là, construire un moment de communication. Très intéressant, merci pour ces explications. Est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage comment finalement la communication est améliorée à travers COMPA entre la personne atteinte d'un trouble neurodégénératif et son proche aidant? En fait, on peut améliorer la communication grâce à la façon dont COMPA a été construit. Comme je disais tantôt, on essaye de faire appel à des émotions positives. Et comment on fait ça? On a trois types de stimuli qui apparaissent dans COMPA. On a des photos, on a de la musique, puis on a des vidéos. Ces outils-là ou ces éléments-là sont choisis de manière personnalisée, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans l'histoire de vie de la personne des informations via son aidant pour savoir, par exemple, quels étaient les moments marquants de sa vie, essayer de trouver des photos qui vont lui rappeler ces moments-là. On va chercher des musiques qui étaient significatives pour la personne. En général, on sait qu'il y a une période de la vie des personnes qui est particulièrement importante pour ce qui est l'encodage de la musique, puis le souvenir de cette musique, disons, du point de vue émotionnel. Donc, en sachant la date de naissance de la personne et sa culture d'origine, on peut aller chercher cette information-là. Toute la dimension culturelle est très importante en COMPA, puis on peut en tenir compte grâce à la musique et aussi grâce aux vidéos. Les vidéos sont très motivants pour la communication parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a de l'action, parce que c'est des vraies situations de communication, les vidéos. Et on peut donc choisir sur Internet des vidéos qui sont gratuites, libres de droit, et les incorporer dans l'espace COMPA. Ce qui arrive, c'est qu'on crée un espace personnalisé, c'est-à-dire
on regroupe des stimuli qui sont significatifs pour la personne et on peut y accéder très facilement via des clics et présenter ces stimuli à la personne qui souffre de troubles neurocognitifs et établir une communication. Cette communication, elle peut être verbale, on peut dire des mots, on peut dire des phrases, elle peut être non-verbale aussi, on peut sourire, on peut rire, on peut chanter ensemble, on peut se rappeler des choses et des expériences qu'on a fait déjà. On voit vraiment que même des personnes qui ne parlaient plus, qui n'avaient plus envie d'interagir avec d'autres personnes, deviennent très intéressées et très motivées. Et ça change la dynamique. Et ça fait aussi en sorte que l'aidant est outillé. Parce que des fois, ce n'est pas qu'on ne veut pas communiquer, on ne sait pas comment faire. Et ça devient très douloureux, donc on arrête. Avec Compas, on a toujours une façon d'aller chercher la personne dans ce qui est elle-même, dans son identité, comme identité de vie, identité professionnelle ou de métier, identité culturelle. Et c'est à partir de là qu'on établit la communication et c'est comme ça qu'on l'améliore aussi. Pouvez-vous nous expliquer brièvement comment le projet va se dérouler? Comme on veut mesurer l'impact des Compas sur 3 dimensions, soit la communication, la qualité de vie et le fardeau de l'aidant, on a besoin de 2 étapes. Une première étape où on évalue ces 3 dimensions-là, une deuxième étape où on utilise Compas et une troisième étape où on va remesurer pour voir les impacts. Alors, le projet, disons les personnes qui vont accepter de participer vont être rencontrées par la coordonnatrice du projet qui travaille avec moi. On va cueillir des informations à propos de la qualité de vie de la personne, le fardeau de l'aidant. On va cueillir des informations à propos de la communication. Puis on va aussi, avec l'aidant, aller chercher ces éléments de l'histoire de vie de la personne qui pourraient être significatifs. Donc, des photos, des idées de musique. Ce n'est pas l'aidant qui va faire nécessairement le travail d'aller chercher la musique et les vidéos, quoique on peut lui montrer comment faire, on peut le former pour qu'il soit capable de le faire et devenir autonome. Et une fois qu'on aura construit cet espace personnalisé, on va dire au proche aidant, bon, maintenant il faut utiliser Compas. Il faut l'utiliser le plus possible. On sait que ce n'est pas toujours facile dans la vie quotidienne de rajouter des choses. Donc on demande un minimum de 4 fois par semaine, une dizaine de minutes. Mais en général, les gens l'utilisent plus que ça parce qu'ils commencent à voir comment c'est agréable, puis ils se lancent. L'avantage est qu'à chaque fois qu'on utilise Compas, quand on veut terminer, disons, la séance Compas, on peut écrire des notes sur nos observations. C'est-à-dire que l'aidant va pouvoir écrire « Oh, j'ai bien aimé ça » ou « C'était difficile avec cette musique, ça n'a pas été facile » ou « Ah, cette photo-là, elle a été particulièrement efficace pour déclencher la communication ». Ces informations-là vont être précieuses pour nous parce qu'après, en analysant ces informations-là, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui est plus efficace pour chaque personne. Donc une fois qu'on aura passé un certain temps avec Compas, c'est environ 4 à 6 semaines qu'on demande aux gens de l'utiliser, on va revenir à la maison, puis on va mesurer encore les mêmes choses qu'on avait mesurées au départ, c'est-à-dire la communication avec des échelles qu'on a, qui sont des échelles objectives. On va mesurer la qualité de vie avec des questionnaires. On pose des questions aux deux, pas juste à l'aidant, aux deux. Puis la personne répond dans la mesure de ses possibilités. Puis comme les gens qui travaillent sont habitués à travailler avec des personnes qui ont des troubles neurocognitifs, ils sont capables de cueillir les informations. Puis sur le fardeau. Et après cela, nous, on va aller travailler et analyser les données. Mais on va faire quelque chose de plus. C'est qu'on va regrouper toutes les personnes qui auront participé dans un focus group à la fin de l'étude. Un focus group, c'est
une rencontre que l'on fait avec les participants où tout le monde exprime librement ses impressions par rapport à l'utilisation des compas. Et nous, on en prend note parce qu'après, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut adapter l'application pour son utilisation à domicile, spécifiquement. Donc, tous les commentaires des utilisateurs vont être retenus et on va aller travailler avec les développeurs d'app pour optimiser l'application pour que ce soit les plus faciles possible. Puis après, l'application adaptée pour la vie à domicile va être disponible pour tout le monde. C'est vraiment très intéressant, Dr Ansaldo. Est-ce que vous pourriez nous indiquer maintenant comment les personnes intéressées à y participer peuvent vous contacter, via quels moyens, ou en tous les cas, comment entrer en contact avec vous? Pour participer au projet, il faudra contacter la coordonnatrice du projet, Madame Catherine Dubé, qui est ma collaboratrice au labo. Puis, elle va rentrer en contact avec les intéressés. Puis, on va après procéder aux différentes étapes du projet que je viens de vous décrire. Alors, le programme Compass se fait, donc, comme vous l'avez expliqué, sur une application. Est-ce qu'il est nécessaire pour les personnes d'avoir un iPad? C'est sûr qu'un iPad est nécessaire pour participer au projet. Si les personnes ont un iPad, c'est tant mieux. Sinon, on peut fournir les iPads. On a une série d'iPads qui sont prêtés aux participants, puis on les récupère à la fin du projet. Là maintenant, qui peut participer à Compa? Quel profil de participant est recherché? Et surtout, est-ce qu'il y a certains critères qui empêcheraient des personnes d'y participer? En fait, notre critère principal, c'est d'être une personne qui présente un trouble neurocognitif et des troubles de la communication, vivant à domicile, et d'avoir un proche aidant. Un proche aidant, ça peut être n'importe quel proche qui aide. Ça n'a pas besoin d'être une personne de la famille, ça peut être un voisin, ça peut être un ami, peu importe. Quelqu'un qui vient à la maison aider, ça peut être une personne qui accompagne la personne atteinte, peu importe. Quelqu'un avec qui on peut interagir. C'est ça le critère. Toutes sortes de moments dans l'évolution de la maladie sont possibles. Ce n'est pas au début de la maladie, plus avancé. Tout le monde peut participer dans la mesure où il y a ces critères de respecter. Merci beaucoup, Dr Ansaldo, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci pour vos recherches qui certainement améliorent la qualité de vie des personnes atteintes et de leurs proches aidants. Alors, au plaisir de refaire d'autres capsules avec vous. Merci encore. C'est moi qui vous remercie, Noah. Ça fait vraiment un plaisir. On travaille ensemble pour les personnes qui ont des troubles neurocognitifs et leurs aidants.